Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans les profondeurs du cosmos pour essayer de comprendre, quelle est notre place dans tout ça. Pour le faire, on va s'appuyer sur une conversation vraiment fascinante entre le physicien Brian Cox et Joe Rogan, et on va construire une sorte de cadre pour réfléchir à ces questions qui donnent le vertige. Parce que, pour se poser les grandes questions, du genre pourquoi on est là, il faut un point de départ. On a besoin d'un cadre. Un cadre qui est bâti sur ce qu'on sait vraiment de l'univers, sur les faits qu'on a pu observer et mesurer, bref, sur ce qui définit notre réalité. Et ça, c'est un sentiment que beaucoup de gens partagent. L'échelle de l'univers, c'est tellement immense que ça peut paraître complètement écrasant, presque paralysant. Les chiffres, les distances, tout ça, ça dépasse notre intuition. Et c'est tout à fait normal. C'est même le point de départ de notre petite exploration. Voilà la grande question. Par où est-ce qu'on commence ? Eh bien, pour y répondre, il faut commencer par la base, l'échelle. L'échelle absolument ahurissante de tout ce qui nous entoure. C'est seulement en se confrontant à cette immensité qu'on pourra ensuite attaquer des concepts un peu plus complexes. Bon, c'est parti, on va construire ce fameux cadre en regardant les chiffres en face. Des chiffres qui définissent notre environnement cosmique. Et je préviens, accrochez-vous bien, parce que ces nombres, ils défient l'imagination. Commençons tout près de chez nous, façon de parler. Juste notre galaxie, la Voie lactée. On y trouve environ 200 milliards d'étoiles. C'est un chiffre déjà très très difficile à se représenter. Mais ce n'est vraiment que le début. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On sait aujourd'hui que la plupart de ces étoiles ont des planètes qui tournent autour. Et les estimations les plus prudentes suggèrent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 20 milliards de planètes qui ressemblent à la Terre, juste dans notre galaxie. 20 milliards de mondes où la vie pourrait potentiellement exister. Et voilà, le chiffre final, celui qui pulvérise complètement notre échelle humaine. Dans la partie de l'univers qu'on est capable de voir, on estime qu'il y a environ 2 billions, c'est-à-dire 2000 milliards de galaxies. Et chacune de ces galaxies a ses propres milliards d'étoiles et de planètes. Voilà, c'est ça la toile de fond de notre existence. Notre point de départ dans le temps, c'est un événement qu'on peut mesurer. Le Big Bang, ce n'est pas juste une supposition ou une théorie abstraite, on peut littéralement voir sa lueur fossile, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est la plus vieille lumière de l'univers, une preuve directe de nos origines. D'accord, on a l'échelle. Maintenant, passons aux règles du jeu, les lois fondamentales qui gouvernent tout ça. Et pour ça, il faut absolument se tourner vers Einstein et sa vision complètement révolutionnaire de l'espace et du temps. C'est sans doute une des idées les plus élégantes de toute la physique. En gros, la gravité, ce n'est pas une force mystérieuse qui attire les objets. Non, c'est tout simplement la géométrie de l'univers. Les objets y suivent des lignes droites, mais dans un espace-temps qui est lui-même déformé, courbé par la masse et l'énergie. En fait, notre expérience de tous les jours est une illusion. On a l'impression d'être immobile, là, maintenant. Mais en réalité, comme on le voit ici, la Terre tourne sur elle-même à une vitesse folle, tout en orbitant autour du Soleil à une vitesse encore plus folle. C'est cette contradiction qui est au cœur de la relativité. Prenez cette analogie. Elle est toute simple, mais en fait, elle est très profonde. Si on lance une balle en l'air dans un avion, elle nous retombe dans la main. Pourquoi ? Parce qu'on partage le même mouvement que l'avion. Il n'y a pas de point de référence fixe, de zéro absolu dans l'univers. Et c'est ça qu'Einstein a compris. La notion même d'espace absolu, ça n'a aucun sens. Tout est une question de perspective. Et ça illustre parfaitement comment la géométrie peut imiter une force. Personne ne pousse ces deux marcheurs l'un vers l'autre. Leurs chemins convergent tout seuls, naturellement, parce qu'ils marchent sur une sphère. Eh bien, pour la gravité, c'est pareil. La Terre n'est pas tirée par le Soleil. Elle suit simplement une ligne droite dans un espace-temps qui a été courbé par la masse du Soleil. Maintenant qu'on a les règles, allons voir les endroits où ces règles sont poussées à leur limite la plus extrême, la plus absolue. Les phénomènes les plus violents de l'univers. Les trous noirs. Quelle image incroyable, n'est-ce pas ? Une tempête dans le temps. Quand deux trous noirs se percutent, ils ne font pas qu'exploser, non. Ils secouent littéralement le tissu même de l'espace-temps. Ils envoient des ondulations, des vagues à travers tout le cosmos. Une vraie tempête, mais dans le temps lui-même. Voilà ce qui se passe quand une étoile meurt et que la gravité gagne la partie. Une étoile comme notre Soleil, elle finira en naine blanche. C'est déjà incroyablement dense. Mais pour les étoiles plus grosses, la compression est encore plus extrême. Ça crée des étoiles à neutrons, où une simple cuillère à café pèserait des milliards de tonnes. Et au-delà, on a les trous noirs, où toute la matière est écrasée en un seul point de densité infinie. Le concept de l'horizon des événements est terrifiant. Ce n'est pas un mur, pas une surface, c'est une frontière dans l'espace-temps. Une fois qu'on la traverse, le futur lui-même se referme. Il n'y a plus qu'une seule destination possible et inévitable, le centre. Le temps et l'espace s'inversent. Et avancer dans le temps, ça veut dire avancer vers la singularité. Bon, on a fait ce grand voyage dans la physique cosmique.
Maintenant, on va changer complètement de perspective. On va passer de la matière inerte à la question de la vie. Dans cet univers immense, violent, est-ce qu'on est seul? Ce qui est absolument fascinant quand on regarde cette frise, c'est que la vie est apparue très très vite sur Terre. Mais pendant les 3 milliards d'années qui ont suivi, il ne s'est quasiment rien passé. C'est resté de la vie hyper simple, unicellulaire. La complexité, les animaux, les plantes, tout ça, c'est très très récent. Ça nous dit peut-être quelque chose. Passer de la chimie à la vie simple, c'est peut-être courant. Mais le saut vers la vie complexe, ça, c'est peut-être extraordinairement rare. Et ça nous mène à une des théories principales aujourd'hui. L'idée que le passage à la complexité, l'origine de toutes les plantes, de tous les animaux et donc de nous, pourrait être le résultat d'un accident. Un seul et unique accident, un coup de chance cosmique qui ne s'est produit qu'une seule fois en 4 milliards d'années. Ok, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. L'immensité du cosmos, les lois de la physique, la rareté probable de la vie complexe. Tout ça, ça nous mène à une conclusion philosophique assez profonde sur notre propre valeur. C'est une idée qui donne vraiment le vertige. Pas juste être seul dans notre système solaire, non, mais être la seule civilisation dans toute notre galaxie. Parmi 200 milliards d'étoiles et 20 milliards de planètes qui pourraient ressembler à la Terre. C'est une possibilité très sérieuse, et ça nous force à reconsidérer complètement notre importance. Et on arrive au point central. Le sens, ce n'est pas quelque chose que l'univers nous donne. Il n'y a pas de grand plan cosmique écrit quelque part. Non, le sens, c'est quelque chose qui émerge ici, avec nous. C'est le produit de notre complexité. C'est une propriété de ces arrangements d'atomes incroyablement rares et temporaires que nous sommes. Et voilà la question avec laquelle on va se quitter. Si jamais il s'avère que nous sommes les seuls gardiens de la conscience et du sens dans cette étendue vaste et silencieuse qu'est la Voie lactée, quelle responsabilité ça nous donne? Ça change tout, non?